pour commencer, j'ai le plaisir de passer la parole à Dr Gertrude Virginie Damba, qui est DES en dermatologie et qui va partager avec nous son expertise sur le soin de la peau. Nous allons lui consacrer environ 25 à 30 minutes pour son exposé. Après, nous aurons une séance questions-réponses pour que vous puissiez lui poser des questions, vos questions. Voilà, merci. Docteur Gertrude, je vous laisse la parole. Merci à Dr Santerre de m'avoir accordé la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être associée à ce webinaire. Merci à la plateforme et à son promoteur, Dr Amine Bichara, pour le privilège qu'il m'accorde pour ce temps de partage et pour l'intérêt accordé à la peau. Comme la modératrice disait, je suis docteur Lamzinga Damba Gertrude Virginie, DES en dermatologie vénérologie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation en même temps que moi. Voilà. Vous arrivez à voir mon écran, docteur Kanté? Non. Ok, je vais ressortir et puis entrer à nouveau. Vous voyez maintenant? Toujours pas. Toujours pas. Ok. Suivez. Partager. C'est bon? Non, non. Docteur Kanté, je vais essayer de vous envoyer. Vous allez essayer d'ouvrir à votre niveau et partager, on va voir. D'accord, pas de souci. Je viens de vous envoyer. Oui, c'est bon. Vous arrivez à voir mon écran? Non, là, je viens de partager. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Ok. Est-ce que c'est bon? Tu as partagé à ton niveau? Oui, oui. Si, c'est parfait. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tu vas mettre ça en diapo. Voilà. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est comment prendre soin de sa peau. Et pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Une petite introduction, nous allons parler des généralités, les différents types de peau,
les soins de la peau, les choses à éviter et quand consulter un dermatologue, plus nous allons conclure. Nous pouvons dire en introduction qu'avec ces 2 mètres carrés et ces millions de cellules actives, la peau est un véritable écosystème vivant. Elle raconte nos habitudes, nos émotions, notre santé. Mais pour en prendre soin, faut-il savoir comment elle fonctionne et de quoi elle a besoin? Ensemble, nous allons explorer les bases essentielles pour maintenir une peau saine, équilibrée et protégée. En généralité, une petite définition de la peau. Nous pouvons dire que la peau est un organe constituant le revêtement extérieur du corps de l'être vivant et ayant pour rôle principal la protection contre les agressions extérieures. Nous pouvons dire également que c'est la plus vaste organe de l'être humain. Elle représente un tiers du poids de l'organisme avec une surface de 2 mètres carrés, je le disais tantôt, chez un adulte. Nous allons faire un petit rappel de l'embryologie. C'est vrai que tous ceux qui sont sur la plateforme ne sont pas forcément des agents de santé, mais nous allons faire un petit rappel. Et un petit rappel embryologique, c'est juste pour parler d'où la peau est issue. La peau est issue de l'ectoderme, c'est l'épiderme qui est issu de l'ectoderme et le derme et l'hypoderme qui est issu du mésoderme. Nous voyons qu'au niveau du mésoderme, on parle de voie génitale, on parle du rein, du système vasculaire, des vaisseaux et tout ce qui va avec. C'est dans ce cadre-là que parfois nous voyons que lorsqu'il y a une pathologie dermatologique et à côté de ça, nous avons d'autres appareils et systèmes qui sont touchés. Par exemple, dans le cas du lupus érythémateux systémique, nous voyons qu'il y a une atteinte des autres systèmes, le rein, le système cardiaque, le système cardiovasculaire et tout ça qui est touché également. Donc, c'est parce que dès l'embryologie, au niveau du mésoderme, nous voyons que la peau et les autres appareils et systèmes sont issus du mésoderme. Nous allons également faire un petit rappel au niveau de l'histologie pour ne pas embrouiller ceux qui ne sont pas agents de santé. Diapo suivant. Au niveau de l'histologie, c'est juste pour parler des différentes couches de la peau. Nous avons l'épiderme, le derme et l'hypoderme. La peau a 3 différentes couches, donc l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Au niveau de l'épiderme, de la profondeur vers la superficie, nous avons la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse, la couche cornée, la couche claire et la couche cornée. Et au niveau du derme, nous avons le derme papillaire, le derme réticulaire et l'hypoderme qui est constitué beaucoup plus du tissu adipeux. Pour un petit rappel au niveau de la physiologie, diapo suivant. Au niveau de la physiologie, c'est beaucoup plus pour vous parler des différentes fonctions de la peau. Nous avons la fonction barrière, protectrice, la fonction thermorégulatrice, la fonction sensitive, la fonction métabolique, la fonction sociale et cosmétique. Diapo. La fonction barrière, protectrice, ça empêche les agressions extérieures, la perte hydrique et l'entrée toxique. Donc, nous voyons une des fonctions de la peau, c'est la fonction barrière et protectrice. Donc, la peau protège contre protège les organes profonds contre toute autre agression mécanique extérieure et contre les bactéries. Elle rend également la peau imperméable. Sinon, la peau allait être comme un chiffon. Il suffit de mettre l'eau et ça pénètre dans l'organisme. Donc, nous voyons que la fonction barrière protectrice permet à la peau d'être également imperméable. La fonction thermorégulatrice, j'ai mis l'image de cette personne qui est en train de grelotter. Pour dire une des fonctions importantes de la peau, c'est son intervention dans la thermorégulation, qui assure une température centrale constante. En cas de chaleur, par exemple, avec une vasodilatation, une augmentation de la sécrétion sudorale,
on a une augmentation de la perspiration qui nous permet de pouvoir avoir des sueurs, de transpirer en cas de chaleur. Et ça permet à l'organisme d'avoir une température centrale constante. En cas de fraîcheur, il y a une vasoconstriction et une rétention sudorale qui permet au corps de garder la température normale également. Nous allons parler de la fonction également sensitive. La peau a également un rôle au niveau, c'est un capteur d'information, c'est l'organe périphérique du tact. Elle est apte à recueillir les impressions qui viennent du monde extérieur sur toute sa surface. Lorsqu'on te frotte, que ça soit superficiellement ou encore profondément, lorsqu'il y a une piqûre ou encore une pression, tu le ressens. C'est parce que la peau joue également ce rôle-là. J'avais mis une image, mais comme le docteur a partagé l'autre présentation que je lui avais envoyée avant. Donc, la peau joue également une fonction métabolique au niveau de la synthèse de la vitamine D et de la mélanine. Durant l'exposition aux rayons ultraviolets, la peau participe à la synthèse de la vitamine D, qui est nécessaire à l'équilibre calcique du corps humain, et la synthèse également de la mélanine par les mélanocytes. Nous avons la fonction esthétique et sociale de la peau. Quand on parle de comment prendre soin de la peau, beaucoup de personnes voient ce côté fonction esthétique et sociale de la peau. Avec ce que j'ai eu à citer précédemment, vous allez comprendre qu'au-delà de la fonction esthétique et sociale, la peau a également d'autres rôles. C'est un organe de communication, d'où sa fonction sociale, marquée par sa couleur. C'est la base même de la distinction raciale des êtres humains. Ça nous permet de reconnaître si cette personne est noire, si c'est une personne qui a une peau qui est rouge ou jaune. C'est au travers de la peau, avec comme corollaire les discriminations raciales également. Le racisme, l'apartheid, voilà. Le bronzage chez les blancs et la dépigmentation, par exemple, chez les noirs. Il y a son aspect également texture, son état de santé. L'aspect de la peau donne également un premier aperçu de l'individu, pouvant être à l'origine de son acceptation ou de son rejet dans un groupe social. Par exemple, si une personne a une peau qui est brillante, lisse, dans notre société, ça sera un signe d'aisance. Alors que si c'est une personne qui a une peau terne, couverte de lésions, ça peut être également une source de stigmatisation. Nous avons les scarifications ethniques ou esthétiques, les tatouages, le rôle médico-légal avec les dermatoglyphes, les pulpes digitales. Ça donne également, qui donne une empreinte digitale à chaque individu. Donc, il y a ce rôle également médico-légal. Donc, les fanères, les ongles également qui jouent un rôle social parce que les cheveux, le rôle social dans les tresses, la coiffure selon le sexe, voilà, les hommes dans notre société doivent se couper les cheveux, les femmes doivent faire de telles tresses. Voilà, il y a ce côté social-là. Le rôle esthétique également chez les femmes. Au niveau des ongles, où ça nous permet de mettre les vernis, mais le rôle également défensif ou encore agressif. Et ça permet également, par exemple, les ongles permettent de protéger les dernières phalanges. Nous allons, comme dernier rappel, parler des facteurs de variabilité. De nombreux éléments modulent l'état de la peau. Donc, nous avons les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques. Nous avons les facteurs iatrogènes, les facteurs anatomiques et les facteurs psychoneuro-immunitaires. Comme facteur intrinsèque, d'accord, docteur? Comme facteur intrinsèque, par exemple, l'âge. Avec l'âge, par exemple, il y a une diminution du collagène, il y a perte d'élasticité, il y a un ralentissement de la régénération. Par exemple, avec le sexe, la peau de l'homme est plus grasse par rapport à la peau de la femme qui est plus fine. Le côté génétique et ethnique, il y a l'influence sur la pigmentation, le phototype, la densité du derme.
Également les hormones qui jouent également, qui font partie des facteurs de variabilité. Par exemple, en cas de grossesse, nous allons voir que la femme peut avoir les masques de grossesse. Les variations du cycle à la puberté, nous voyons que généralement, il y a certains adolescents, c'est à la puberté qu'ils ont une poussée de l'acné. Avec les contraceptions, nous voyons également qu'il y a de l'acné et les hormones également jouent comme facteur intrinsèque. Nous avons également les maladies comme l'insuffisance rénale, le diabète également, qui font partie des facteurs intrinsèques. Comme facteur extrinsèque, nous avons l'environnement, le climat sec ou chaud. Nous voyons qu'il y a certaines personnes, par exemple, ils peuvent se retrouver dans un pays donné où il n'y a pas assez de soleil. La texture de la peau n'est pas la même que lorsqu'ils se retrouvent dans un pays où il fait extrêmement chaud. Les rayons ultraviolets également jouent un rôle. Nous voyons qu'une personne qui travaille, par exemple, il est tout le temps sous le soleil, et pour une personne qui est dans un bureau, ils n'auront pas la même texture de la peau. Donc, les rayons ultraviolets également jouent sur la peau. La pollution, le stress oxydatif, le vieillissement. Nous voyons que la peau d'un bébé, la peau d'un adulte et la peau d'une personne vieillissante, ça ne peut pas être les mêmes choses. Les routines cosmétiques également, le choix des produits, la fréquence d'utilisation, les gestes inadéquats ou agressifs, nous allons en parler parce que nous allons parler des choses à éviter. Le mode de vie, l'alcool, le tabac, l'alimentation, l'hydratation, tout cela joue sur la peau. Nous allons parler des facteurs iatrogènes. Je disais tantôt, les corticoïdes, par exemple, qui peuvent entraîner une atrophie de la peau, les vergetures. Nous voyons des personnes qui se dépigmentent ou encore des personnes qui prennent certains médicaments. Nous voyons que la peau s'atrophie et nous avons également des vergetures. La chimiothérapie, par exemple, pour des gens qui font la chimiothérapie, il y a les cheveux qui commencent par tomber, il y a l'alopécie qui est là, il y a une zérose cutanée, la peau devient très sèche. Les rétinoïdes qui peuvent donner également une photosensibilité. Lorsque quelqu'un est sous rétinoïde et qu'il sort sous le soleil, voilà, il y a une photosensibilité également qui est là. Les facteurs anatomiques. Donc, par exemple, au niveau du visage, nous allons avoir les glandes sébacées qui seront abondantes au niveau du visage que sur les autres parties. Au niveau, par exemple, des pommes et des plantes, nous n'avons pas de poils. Nous avons, par exemple, les poils sur les autres parties du corps, mais au niveau des pommes et des plantes, nous n'avons pas des poils. Et nous savons que l'épiderme est plus épais au niveau des pommes et des plantes. Au niveau du cuir chevelu, par exemple, il y a la séborrhée, et c'est riche en follicules. Au niveau des plis, nous avons les zones qui sont humides, que ce soit les plis axillaires, les plis ingulaux, nous voyons que cette zone est plus humide. Donc, nous avons également ces facteurs anatomiques qui jouent également sur les peaux. Les facteurs psychoneuro-immunitaires, par exemple, le stress. Pour quelqu'un, plusieurs fois, nous avons des patients qui viennent en consultation et nous leur demandons s'ils ne sont pas stressés et tout ça, lorsqu'il s'agit de l'acné et tout ça, nous voyons, ou encore d'un psoriasis, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème dans la famille? Est-ce qu'il n'a pas perdu quelqu'un de cher? Voilà. Il y a le stress également qui fait partie des facteurs de variabilité. Et nous avons le sommeil. Pour quelqu'un qui ne dort pas assez et pour quelqu'un qui se repose vraiment, il y aura également une différence. La peau peut être, le teint peut être terne et la régénération cutanée peut être altérée pour quelqu'un qui ne dort pas suffisamment. Donc, nous allons parler des différents types de peau. Pour pouvoir prendre soin de la peau, il faut connaître ton type de peau pour pouvoir en prendre soin. Parce que les cosmétiques et tout ce qui va avec, c'est en fonction de notre type de peau. Donc, par exemple, nous avons premièrement, ici sur l'image, comme ce n'est pas moi qui dirige, voilà, je n'ai pas la main pour pouvoir montrer. Mais déjà, nous voyons sur cette photo, nous voyons que c'est une peau normale. C'est une peau normale. Donc, l'aspect est lisse, le toucher est doux et il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de tiraillement pour une peau qui est normale. Il y a l'absence également des imperfections. Les pores sont fins et peu visibles.
et il n'y a pas d'hyperséborrhée. Il n'y a pas de séborrhée sur une peau qui est normale. Je dirais que c'est la peau des bébés en général. C'est une peau qui est bien équilibrée, la texture est régulière, il y a peu de sensibilité en fait. Nous allons parler d'un autre type de peau, la peau sèche. La peau sèche, l'aspect est terne et nous avons des desquamations comme nous voyons sur l'image. Au toucher, nous allons sentir que c'est rêche et il y a un inconfort, il y a un tiraillement, il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement. Nous avons, il n'y a pas d'imperfection, mais il y a un tiraillement. Les pores sont fins, peu visibles et il n'y a pas d'hyperséborrhée. Comme nous parlons d'une peau qui est sèche, il n'y a pas d'hyperséborrhée. C'est le déficit même en lipides qui rend cette peau sèche. Donc, il y a l'absence de l'hyperséborrhée. Nous allons parler de la peau grasse d'abord. Sur cette photo, sur la photo où il y a l'œil de la personne ici, c'est le type de peau. Cette peau est grasse, l'aspect est luisant. Vous voyez que la peau, voilà, l'aspect est luisant. Au toucher, nous allons sentir que c'est gras. Généralement, il n'y a pas de tiraillement ni d'inconfort, hein, puisqu'il y a assez de sébum. Il y a une hyperséborrhée. Nous voyons que le visage même est luisant. Donc, généralement, il n'y a pas de tiraillement ni d'inconfort. Mais il y a beaucoup d'imperfections. Il y a beaucoup d'imperfections. Et c'est une peau qui a tendance à être acnéique. Voilà, nous voyons même que la peau, la brille, c'est luisant. Nous avons l'autre image ici. C'est une peau qui est mixte. C'est une peau qui est mixte. L'aspect est gras au niveau de la zone T. La zone T, c'est au niveau du front, au niveau du nez et également au niveau du menton. Au niveau du menton, nous voyons que cette partie-là est grasse. Mais au niveau des joues, nous allons remarquer que soit la peau est sèche, soit cette partie-là, elle est normale ou encore elle est sèche. Au toucher, le grain de peau est irrégulier. L'inconfort et le tiraillement, c'est beaucoup plus au niveau des joues. Parce que la zone T au niveau du front, du nez et du menton, comme c'est grasse, nous n'allons pas sentir comme ça d'inconfort ni de tiraillement. Mais au niveau des joues, nous allons sentir des tiraillements. Nous avons également des imperfections au niveau de la peau mixte. Les pores sont dilatés, sur la zone T surtout, la zone T qui est grasse, les pores sont dilatés. Et il y a l'hyperséborrhée au niveau de la zone T. Nous allons... Il y a d'autres états de peau, mais que je n'ai pas mentionné sur la présentation. On peut avoir une peau qui est sensible. Ça, c'est un état de peau. C'est pas un type de peau, mais c'est un état de peau. Une peau normale ou encore une peau grasse peut être, par exemple, déshydratée, avoir un état déshydraté, un état sensible, voilà. Ou encore, on parle de peau mature pour des personnes qui ont atteint un certain âge. Voilà, donc là, beaucoup plus, c'est un état de la peau. Voilà, parce que généralement, peut-être que vous avez entendu parler des peaux qui sont matures, voilà, des peaux qui sont sensibles, des peaux qui sont déshydratées. C'est un état de peau, c'est pas un type de peau. En grand 3, nous allons parler des soins de la peau. Voilà. Certainement, tout le monde m'attend à ce niveau-là parce que beaucoup de personnes veulent savoir comment prendre soin de la peau. Donc, c'est beaucoup plus l'hygiène. C'est beaucoup plus l'hygiène. Et de manière générale et pour tout type de peau, c'est vrai que je vais parler des cosmétiques pour chaque type de peau, les normes pour chaque type de peau. Mais de façon générale, c'est d'abord l'hygiène. Un nettoyant doux, pas agressif, un nettoyant doux, de l'eau, pas chaude, je dirais pas chaude, parce que ça va agir sur la peau. Donc, généralement, de l'eau propre, pas chaude, je dirais.
Et pas de frottement. Les gens qui aiment se frotter le visage avec des éponges qui sont dures et tout ça, pas de frottement. Ça agresse la peau. Se laver 1 ou 2 fois par jour, là, c'est en fonction de là où on se trouve et en fonction de l'activité que la personne fait également. Par exemple, pour ceux qui se retrouvent en Europe, on les conseille, par exemple, de se laver 2 à 3 fois par semaine parce qu'il fait excessivement froid là-bas. Mais si la personne se retrouve dans notre contexte, c'est conseillé de se laver 1 à 2 fois par jour en fonction de l'activité. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans la maçonnerie et pour quelqu'un qui est dans le bureau, on va pas leur conseiller les mêmes fréquences, mais ne pas vouloir se laver. Il y a de ces personnes-là qui sont maniaques de la propreté. Ils pensent que tout le temps se laver fera du bien à la peau. Alors que si on est là tout le temps à vouloir se laver 4, 5, 6 fois par jour, ça altère la barrière cutanée en fait. Voilà. Il y a l'hydratation qui est très importante, des émollients adaptés, l'utiliser matin et soir selon les textures de la peau. Nous avons également en 3, la protection. Beaucoup de personnes disent que pour une peau noire, on n'a pas besoin de protection solaire, mais c'est important, En fonction de là où on se trouve, s'il fait excessivement chaud, et il va falloir également utiliser les SPF 30 et 50 pour une protection solaire. Et les anti-UV, c'est ça, les SPF 30 et 50. Généralement, on conseille de 30 et de 50. Les vêtements également pour pouvoir se protéger. Porter des chapeaux à bord large pour pouvoir protéger le visage contre le soleil. Porter des vêtements qui vont nous couvrir contre le soleil. Utiliser des antioxydants, éviter le soleil entre 10h et 16h en fonction de là où vous vous trouvez. Par exemple, moi, je me retrouve à Ouagadougou. Entre 10h et 16h, il fait excessivement chaud. Et il faut éviter, autant que possible, de s'exposer à ces heures-là au soleil. Voilà. C'est recommandé vers les 8h, plus tard les 9h, pour pouvoir favoriser la synthèse de la vitamine D. Le soleil est bien également pour notre peau, mais s'exposer à des heures où il fait excessivement très chaud, ça détériore en fait notre peau. L'alimentation. Manger les fruits, les légumes, les aliments riches en oméga 3 et 6, boire suffisamment d'eau, minimum 3 litres par jour, se reposer, dormir suffisamment. J'ai eu à parler des facteurs de variabilité de la peau, j'ai évoqué le sommeil et le stress, et tout cela agit également sur la peau. Donc, il faut un bon temps de sommeil, savoir gérer également le stress. Parfois, ce n'est pas simple, mais savoir gérer également son stress. Faire du sport. Tous les médecins et dans presque toutes les spécialités vont vous faire du sport. Également, le dermatologue va vous dire également de faire du sport. Ça permet également aux cellules de se régénérer et à la peau. Vous allez voir pour quelqu'un qui fait du sport et pour quelqu'un qui ne fait pas du sport, il a tendance à être plus jeune que pour quelqu'un qui ne fait pas du sport. Donc, ça permet aux cellules de se régénérer. C'est important de faire du sport. Donc, premièrement, il faut d'abord veiller sur son alimentation, boire suffisamment d'eau, gérer le stress, dormir suffisamment, faire du sport et les autres trucs viennent en complément. Le plus important, c'est le point 4. C'est le point 4 vraiment. C'est l'alimentation et tout ce qui va avec et les autres trucs viennent en complément. Alors, nous allons parler maintenant des cosmétiques en fonction de type de peau. Des cosmétiques pour peau normale, par exemple. Pour l'hygiène, j'ai parlé des nettoyants doux. Donc, pour une peau normale, il faut des nettoyants doux sans savon. Il faut des hydratants légers. Il faut des hydratants légers, riches en acide hyaluronique, de la glycérine. Il faut également la protection solaire quotidienne. Voilà. Même si ce n'est pas avec les crèmes de protection solaire, il faut que ça soit de façon vestimentaire,
se protéger contre le soleil. Les cosmétiques pour peau sèche, il faut les nettoyants sans tension active agressive. Les savons sur gras, les savons de Marseille, c'est bon pour une peau sèche. Les crèmes riches en émollients, par exemple avec les céramides, les agents humectants, avec de l'urée, du lactate. Voilà, c'est bon pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses, là, il faut les gels nettoyants à base d'acide salicylique qui jouent un rôle beaucoup plus kératolytique pour pouvoir apporter un grain lisse à la peau. Utiliser des hydratants oil free, non comédogènes. Il y a de ces huiles-là qui sont comédogènes. Et pour quelqu'un qui a une peau grasse, vraiment, c'est déconseillé d'utiliser des huiles qui contiennent des huiles qui sont comédogènes, par exemple l'huile de coco et tout ce qui va avec. Nous avons les masques purifiants. Voilà, par exemple, avec de l'argile, avec du charbon. Pour quelqu'un qui a une peau sèche, par exemple, c'est déconseillé d'utiliser les masques, par exemple, avec de l'argile ou encore du charbon. Ça assèche encore davantage la peau. Mais pour quelqu'un qui a une peau grasse, il peut l'utiliser. Nous avons les cosmétiques pour la peau mixte. Pour une peau mixte, il faut utiliser des nettoyants doux, des crèmes hydratantes légères, parce que c'est un peu de la peau grasse et un peu de la peau sèche. Donc, il faut utiliser des crèmes hydratantes légères. Utiliser des sérums rééquilibrants à base de niacinamide également. Donc, les choses à éviter. L'hygiène avec les erreurs qui sont très fréquentes. L'utilisation de savons agressifs ou encore des dépigmentants. Voilà, les gens qui utilisent des savons remplis de soude caustique et tout ça, ça agresse la peau. Pour quelqu'un qui peut avoir une peau grasse et qui va utiliser, par exemple, un savon qui est agressif, il va se retrouver avec un état de peau qui est déshydraté, par exemple, et la peau commence à tirailler. Les dépigmentants également. Il faut vraiment éviter cela. Les exfoliations trop fréquentes. Une fois par semaine maximum pour les peaux grasses et une fois toutes les 2 semaines pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Il ne faut pas être tout le temps là à faire des gommages, à frotter le visage. Voilà. En fait, l'exfoliation, on peut le faire une fois par semaine pour ceux qui ont la peau grasse et une fois toutes les 2 semaines pour ceux-là qui ont des peaux qui sont sèches et sensibles. Mais ne pas être là à faire des gommages avec des produits exfoliants 3, 4, 5 fois par semaine, surtout pour les jeunes mariés, pour des gens qui s'apprêtent à se marier, ils sont là tout le temps à frotter la peau. Voilà, ça agresse la peau. Frotter avec des gants abrasifs, des éponges qui sont dures, ça irrite la peau et ça donne une hyperpigmentation. L'utilisation de l'eau trop chaude, je le disais tantôt, ça dessèche la peau également. Les cosmétiques, les erreurs à éviter, les produits éclaircissants à base de corticoïdes. C'est l'occasion pour moi de parler un peu de la dépigmentation. Voilà. Une peau qui est une belle peau, c'est pas forcément avoir une peau qui est claire, hein, ou encore avoir une peau, dans notre jargon, généralement, les gens disent qu'ils veulent se bronzer un peu. Alors que bronzer chez nous, c'est prendre un coup de soleil et bronzer, c'est beaucoup plus encore l'hyperpigmentation. Donc, les produits éclaircissants à base de corticoïdes, de l'hydroquinone, avec du mercure et tout ça, ça fragilise la peau. Ça fragilise la peau. Avec tout ce que nous avons eu déjà à dire, il suffit de prendre soin de la peau, il suffit de connaître sa peau et de laisser la peau parler. Que ce soit une peau qui est noire, que ce soit une peau qui est blanche, elle peut rayonner. On n'a pas besoin de se dépigmenter pour pouvoir avoir une belle peau. Ce sont des erreurs à éviter vraiment parce qu'à la longue, la peau devient très fragile et avec toutes les conséquences qui vont avec l'ocronose et tout ce qui va avec. Multiplier les produits, ça irrite également la peau. Donc, Diapo, nous allons parler les mélanges des actifs incompatibles sans suivi dermatologique. Voilà, nous voyons que tout le monde est devenu cosmétologue sur les réseaux sociaux.
on fait les mélanges qu'on veut, les mélanges au hasard, voilà, sans l'avis d'un dermatologue ou encore d'un cosmétologue formé. Et ce sont des choses à éviter. Utiliser des produits non adaptés au type de peau. Utiliser des produits non adaptés au type de peau également, ce sont des choses à éviter. Pour quelqu'un qui a une peau grasse, qui utilise les produits qui sont recommandés pour une peau sèche, voilà. Il faut utiliser des produits qui sont adaptés à son type de peau. Vous stockez les cosmétiques en plein soleil. Ah, nous voyons que nos soi-disant cosmétologues entre griffes exposent leurs produits en plein soleil. Donc, il y a des réactions chimiques même qui se font et on se demande même, est-ce que ces produits-là tiennent encore et les réactions qui se sont passées, ce sont vraiment des choses à éviter parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et avec l'interaction du soleil, le produit peut se détériorer et puis devenir maintenant un danger pour la peau. L'environnement, les facteurs aggravants, l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets, comme je le disais, sans protection. On ne peut pas s'empêcher de sortir, mais il faut se protéger ou encore éviter des heures où le soleil est intense. Le climat très sec sans hydratation régulière. Par exemple, pendant l'harmattan, et ça c'est surtout mes frères et les hommes, ils disent, oh, affaire de se pomader, c'est pour les femmes, donc ils ne s'hydratent pas. La peau a besoin d'être hydratée, on a besoin de manger, on a besoin de se nourrir, la peau a également besoin de s'hydrater. Voilà. Les pollutions urbaines sans nettoyage quotidien également. Le tabac qui augmente le vieillissement cutané. Il faut également faire attention à cela. Quand consulter un dermatologue, je ne sais pas si j'ai débordé le temps qui m'est reparti, c'est le dernier point. Quand il faut consulter un dermatologue, lorsque vous êtes devant des boutons en général, puisque ce ne sont pas seulement des agents de santé qui sont sur la plateforme actuellement, sinon dans le jargon, nous allons dire des macules, des papules, des pustules, des vésicules, des bulles, des ulcérations. Bref, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine de la santé, lorsque vous avez un bouton, généralement on le dit, un bouton, que vous avez une tache, lorsque vous avez une plaie qui apparaît sur la peau, il faut consulter un dermatologue. Vous pouvez négliger, mais ça peut être quelque chose qui est grave, mais que vous allez négliger. Si vous avez le grattage qui est chronique, par exemple, les douleurs, voilà, au niveau de la peau, des brûlures, des picotements au niveau de la peau, il faut se faire consulter par un dermatologue. Si vous avez des chutes de cheveux, parce que le dermatologue, ce n'est pas seulement la peau et tous ses annexes, pour dire que les ongles, les cheveux, voilà, c'est le dermatologue qui prend en compte toutes ces pathologies liées aux cheveux, aux ongles et à la peau. Donc, lorsque vous avez des chutes de cheveux rapides, lorsque vous avez des troubles pigmentaires, les réactions cosmétiques, il va falloir consulter un dermatologue. En conclusion, nous pouvons dire que la peau joue un rôle vital dans la protection et l'équilibre du corps. Une routine qui est adaptée prévient les troubles cutanés. Il faut consulter tôt parce que ça améliore la prise en charge. Et une peau qui est bien entretenue, c'est une peau qui est en bonne santé et ça nous permet d'avoir une confiance en nous-mêmes. Il y a de ces personnes-là qui sont stigmatisées dans la société. Il y a ces personnes-là qui manquent de confiance en eux-mêmes parce qu'ils se disent, selon les normes de la société, ils n'ont pas une peau qui est bien entretenue. Donc, pour avoir une confiance en soi, il faut également avoir une peau qui est bien entretenue. Et ça permet d'avoir un bien-être. Voilà, donc, en grosso modo, ce que je voulais partager avec nous ce soir. Merci pour votre aimable attention. Donc, je compte sur chacun de nous pour prendre soin de sa peau à la sortie de ce petit temps que nous avons eu à passer ensemble pour avoir une peau bien entretenue comme sur la photo des diapositives. Merci pour votre aimable attention. Je laisse la parole à Dr Kanté. Merci beaucoup, Dr Gertrude, pour cet exposé très instructif. En tout cas, j'ai vraiment aimé.
Et avant de passer à vos questions, nous allons faire un petit résumé des points essentiels pour bien retenir. Donc, en premier lieu, la peau est notre première barrière protectrice. Elle nous protège des agressions extérieures et les soins essentiels comme nettoyage doux, hydratation régulière et protection solaire quotidienne sont importants. L'alimentation, l'hydratation et même le sommeil aussi jouent un rôle important dans la santé de la peau. Et en quatrième lieu, adapter les soins à son type de peau est crucial pour les résultats efficaces. Voilà pour le résumé rapide. Nous allons maintenant ouvrir la session questions-réponses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser à toutes vos questions dans le chat ou à prendre la parole. Il y avait une main levée, c'était, je pense, Madame Samira, vous avez la parole. Allô? Madame Judith, vous avez la parole. Docteur, nous avons deux questions. Faut-il systématiquement appliquer une crème hydratante après chaque bain? Je note les questions et je les réponds après ou bien on répond au fur et à mesure. Oui, oui, vous pouvez répondre au fur et à mesure. Ok. Oui, je dirais, il faut déjà même les bains, comme je le disais, il ne faut pas le faire plus de 2 ou 3 fois en fonction de là où on se retrouve. Donc, après chaque bain, par exemple, si on se douche 2 fois par jour, il faut, après ce temps de bain-là, hydrater la peau. Parce que vous-même, vous allez constater, une fois prendre un bain et que 40 minutes après, si on n'hydrate pas la peau, on va remarquer que la peau va commencer à tirailler. Donc, c'est important de pouvoir hydrater la peau après chaque bain. Merci. Ok, il y a une deuxième question. Pouvez-vous nous donner quelques crèmes hydratantes à s'en procurer sans ordonnance? Ok. Sans pouvoir faire de publicité pour ces laboratoires. Par exemple, Atoderm Crème Ultra, c'est une crème hydratante. Par exemple, Gen Skin, qui est une crème hydratante. Par exemple, Topi Crème également, qui est une crème hydratante qu'on peut avoir sans une prescription médicale. Maintenant, il y a de ces personnes-là qui utilisent, par exemple, le beurre de karité. C'est vrai que le beurre de karité est bien pour la peau, mais le souci, c'est que c'est juste riche en lipides. C'est juste riche en lipides. Il n'y a pas assez d'eau. Peut-être si on veut, par exemple, utiliser du beurre de karité, c'est mieux de faire ça en chantilly, voilà, pour pouvoir avoir suffisamment d'eau dans le beurre de karité. En ce moment-là, la peau aura un peu d'eau, la peau aura un peu de lipides également. Parce que sur la peau, nous avons un film hydrolipidique qui est là. Donc, si c'est beaucoup plus du lipide seulement qu'on apporte à la peau, ça ne sera pas équilibré. Donc, pour des personnes qui utilisent du beurre de karité, c'est mieux de l'utiliser. Si vous voulez que ça puisse être une crème hydratante, c'est mieux de l'utiliser en chantilly que de l'utiliser en beurre de karité simplement. Merci. Ok, merci. Il y a Judith qui a levé la main. Okay. Vous avez la parole. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais vous poser une préoccupation concernant mon type de peau. Suite à l'exposé de Madame Damba, il me semble que j'ai une peau mixte, il me semble bien sûr. Mais
ma préoccupation, c'est que j'ai l'impression qu'elle est un peu, je sais pas, j'ai envie de dire métamorphosante. Parce que en fonction des jours, ça semble sec, d'autres fois toujours mixte, je sais pas. Et d'abord même, est-ce que c'est normal de noter cette variation-là, de se lever un jour et puis la zone T n'est pas grasse, et un autre jour, elle est grasse. Ok, d'accord. Merci pour la question. Euh, Par rapport à l'exposé, vous sentez que vous avez une peau qui est mixte. C'est-à-dire, sur la zone T, vous sentez que à cette partie-là, la peau est grasse. Et au niveau des joues, vous sentez que ces parties-là sont sèches. Ou encore, vous sentez que c'est normal. Par rapport à l'exposé, et Mhm. aujourd'hui, je dirais que Oui, ma peau, elle est mixte. d'accord. Non, je n'ai pas bien compris la question. Vous sentez que votre Ok. peau est mixte, oui? Moi, ma question, en fait, c'est que j'ai l'impression, par rapport à l'exposé, ma peau, elle est Mhm. mixte. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout le temps mixte. Dans le sens où, des fois, Mhm. la zone T n'est pas si huileuse que ça. C'est comme si, voilà quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Mais parfois, vous sentez que la zone T est grasse, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est que vous avez une peau qui est mixte. D'accord. Oui. Mhm. Et est-ce que, bon, je ne sais Mhm. pas, mais OK. généralement, les méthodes naturelles qu'on conseille concernant les types de peau, vous y croyez ou vous trouvez que c'est toujours mieux d'aller en pharmacie? Les méthodes naturelles, c'est-à-dire, quelle astuce? Bon, j'ai déjà vu, je ne sais pas si vous avez été mise au courant, mais en tout cas, il y a des photos au curcuma qui étaient très en vogue, surtout sur TikTok. Mhm. Vous voyez un peu de quel type de produit je parle? Bon, je ne vois pas trop, mais je sais qu'il y a du curcuma qu'on utilise dans la cosmétique également. Ok, donc suite Oui. à ce type de coton très en vogue, là, moi j'avais croisé une recette qui disait qu'il fallait mettre du miel Mhm. avec du curcuma, Mhm. plus du vinaigre Mhm. ou peut-être du vinaigre ou peut-être du citron et puis appliquer. Mhm. Je sais pas trop. Parfois, c'est irritant. Le fait, par exemple, même d'utiliser du citron et tout ça pour le visage, parfois, c'est irritant. Et il y a de ces personnes-là, par exemple, qui ont eu à utiliser du curcuma et ils ont fait des réactions à ça. Donc, Mhm, parfois, il y a des astuces, mais en fonction de votre peau et de ce qu'on vient de dire. Par exemple, j'ai parlé de l'argile verte, par exemple, du mhm. charbon. Mais là, c'est beaucoup plus pour des personnes qui ont une peau grasse. Mais si c'est une personne qui a une peau sèche, qui utilise par exemple du charbon ou encore de l'argile verte pour faire un masque, ça va assécher davantage sa peau. D'accord. Mmh. Le souci, c'est Merci beaucoup. qu'avec ceux qui se disent cosmétologues, voilà, autour de nous ici qui font les produits, normalement pour des produits qu'on fait, on doit citer les ingrédients et dire à peu près, voilà, le rôle des ingrédients et tout ça, ça permet d'avoir une idée. Et pour la personne même qui va pour pouvoir s'en procurer, il a une idée. Et connaissant son type de peau, il saura le dire. Mais il y a des cosmétologues, bon, je le dis toujours entre griffes, hein, Mhm. qui eux-mêmes ne maîtrisent pas trop la chose. Et pour des questions de marketing, ils vendent tout ce qu'ils veulent. Ouais, je vois. Ouais. Donc, c'est de faire très attention. Voilà, c'est de faire très attention. Merci. Alors, nous allons avancer parce qu'il y a pas mal de questions. Il y a 4 belles levées. Donc, Monsieur Abdel Nasser, vous avez la parole. Oui, Madame Kanter, merci
d'avoir la parole. Et merci à Dr Demba Gertrude Virginie pour cette belle présentation. Et en fait, je suis le docteur Abdel Jimé Mohamed. Je suis médecin en spécialisation en médecine interne à l'UCAD et je suis également responsable adjoint des experts de UKAYA. Et nous vous remercions pour cette brillante présentation qui se veut très importante vu la mobilisation d'un grand nombre de participants. Et à la suite de mes deux questions que j'avais posées sur le chat, je m'aimerais également reposer d'autres questions pour plus d'éclaircissement. Et par rapport à la douche au bain, et vu votre explication, et que le fait de prendre sa douche plusieurs fois ou 2 ou 3 fois par jour, ça peut assécher la peau. Et donc, il faut absolument réhydrater la peau après. À combien de fréquences on peut prendre sa douche pendant 24 heures? Ça, c'est ma première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation est que par rapport aux crèmes hydratantes ou bien en fait, aux liquides hydratants, par exemple l'huile, vous avez parlé de l'huile de curcuma et vous avez, et il y a d'autres égards. Par exemple, si on prend l'huile d'arachide, voilà, l'huile d'arachide, est-ce que c'est bon pour hydrater la peau? Parce que c'est un peu traditionnel et certains le font. Également, l'huile de sésame, également, est-ce que c'est bon pour hydrater la peau? Ou encore la vaseline qu'on achète ça dans les magasins, tout ça, est-ce que c'est dans les boutiques, est-ce que c'est vraiment bon pour hydrater la peau? Merci. Ok, merci beaucoup. Déjà pour la première question, par rapport à combien de fois il faut prendre un bain par jour, je l'ai déjà dit tantôt. Je disais que c'est en fonction de l'activité de la personne et en fonction de là où la personne se retrouve. Je disais par exemple, moi je me retrouve au Burkina où il fait chaud. Et si par exemple, je travaille dans un bureau qui est climatisé et pour quelqu'un qui se retrouve à travailler sous le soleil avec la chaleur, il sue, par exemple, il est dans la maçonnerie, on n'aura pas les mêmes fréquences. Mais c'est conseillé de se doucher 2 fois par jour, le matin et le soir. Le matin et le soir. Surtout qu'on sort de la maison avec les activités, on prend de la poussière, on a sué. Donc, une fois arrivé à la maison, il faut prendre un bain pour pouvoir nettoyer la peau des impuretés et voilà, s'hydrater. Donc, généralement, nous, on conseille 2 fois. Mais par exemple, pour quelqu'un qui se retrouve en Europe, un dermatologue va lui conseiller, par exemple, maximum 3 fois par semaine. Maintenant, je vais rebondir pour la deuxième question. Il y a de ces huiles-là qui ont des bienfaits. Par exemple, l'huile de sésame, on l'utilise également dans les produits cosmétiques. Mais on ne peut pas, par exemple, prendre seulement l'huile de sésame seule et puis l'utiliser. En ce moment, c'est juste du lipide qu'on apporte à la peau. Il va manquer d'eau. Alors que naturellement, la peau, au niveau de la couche cornée, que j'ai essayé lors de l'histologie de vous présenter, il y a un film hydrolipidique qui est là. Pour pouvoir se conformer à ce que la peau même fabrique, il faut le lipide et il faut l'eau. Donc, si prendre simplement de l'huile pour pouvoir hydrater la peau, ce n'est pas complet. Il faut une crème hydratante, je dirais. Par exemple, la vaseline. La vaseline est très grasse. C'est également comme les huiles. C'est rempli de lipides. C'est très grasse. Donc, il faut vraiment une crème où on a de l'eau, si je peux le dire ainsi. Sinon, il y a les huiles qu'on retrouve dans nos terroirs ici qui ont des bienfaits, l'huile de sésame. Et ils ont également des bienfaits,
mais il faut que ça soit utilisé, par exemple, pour faire une crème hydratante. C'est mieux que de l'utiliser simplement comme ça. Merci. Merci, docteur. Merci pour ces détails. Merci. Merci. Alors, il y a Doris qui a levé la main. Vous avez la parole. Ok. Merci docteur pour la parole. Merci à docteur Damba pour la brillante présentation. Moi, mes questions, j'ai au moins 6 questions. Ma première question. D'accord. Ma première question, c'était au niveau des facteurs qui modulent la peau. Et les facteurs insectes. Vous avez parlé des maladies, notamment le et puis le diabète. Moi, j'aimerais savoir par quel mécanisme l'insuffisance rénale ou le diabète peut moduler, en fait, peut jouer, en fait, sur notre peau. J'ai compris le reste, mais particulièrement les deux pathologies, j'ai pas compris. Ça, c'est la première question. La deuxième question, au niveau des protections, vous avez parlé de protection solaire type SPF 30-50. C'est trop technique pour nous. Du coup, non, on ne sait pas, on se protège. Si on part au marché pour chercher ou à la pharmacie, qu'est-ce qu'on demande? Bon, en fait, le terme était technique pour moi. Au niveau de l'alimentation, vous avez dit une alimentation riche en oméga 3 et 6. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'aliments riches en oméga 3 et 6 ou c'est des produits qu'on doit procurer de médicaments? Une autre question pour les peaux grasses. Vous avez parlé d'une crème hydratante alcool free. Excusez, la troisième question, c'est par rapport à l'alimentation. Ok. Vous avez parlé d'une alimentation riche en oméga 3 et 6. J'ai demandé à savoir si on pourrait avoir des exemples, en fait, d'aliments riches en oméga 3 et 6. D'accord. La quatrième question, c'était par rapport aux peaux grasses. Vous avez parlé d'une crème hydratante alcool free. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des crèmes sans huile dedans. Pas alcool, huile free, sans huile dedans, en fait. Du coup, je me demande, bon, en fait, si je peux avoir un exemple, parce que moi, ma peau est grasse, du coup, je ne sais pas c'est quoi je devrais utiliser comme crème, en fait. La cinquième question, c'était par rapport aux variations climatiques. Bon, j'aimerais savoir, pendant la fraîcheur, on peut adapter une routine de se laver 2 fois par jour, appliquer la crème. Mais pendant la chaleur, est-ce que, bon, je dis, la peau vraiment en ce moment a besoin qu'on mette et la crème sur elle? Bon, moi je me dis pendant la chaleur, on a plus besoin d'hydrater la peau. Vu qu'il fait très chaud, on transpire, on se lave beaucoup. Est-ce que pendant cette même période, on peut prendre soin exactement pendant les périodes normales? Et la sixième question, j'ai entendu parler de collagène. Bon, je ne me rappelle plus c'était à quel niveau. Et j'entends parler aussi de collagène que les gens avalent. Bon, moi, ma question, j'aimerais savoir est-ce que prendre des collagènes sous forme de médicaments, c'est recommandé pour entretenir la peau ou faut prendre ça dans les aliments ou bien laisser le corps synthétiser le collagène? C'est un peu ça. Ok, merci. Docteur Kanter, je ne sais pas si tu as pu noter toutes les questions. Non, je n'ai pas pu noter toutes les questions. Bon, je vais répondre à des questions que j'ai notées. D'accord. Et peut-être qu'elle va nous rappeler les questions qu'on n'a pas pu répondre. Ok. Déjà, la première question, elle parlait des facteurs qui modulent la peau. J'ai parlé de l'insuffisance rénale, j'ai parlé du diabète, par exemple, qui agissent également. Par exemple, si je prends par exemple le cas du diabète, le diabète provoque plusieurs modifications biologiques qui se répercutent sur la peau. Donc, par exemple, l'hyperglycémie.
je ne sais pas si tu es du domaine de la santé, mais ça entraîne une polyurie. Donc, il y a une perte d'eau. Pour quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un vient en consultation, on lui demande et on fait la glycémie, on voit que c'est élevé et tout ça, on demande s'il urine beaucoup, s'il boit beaucoup d'eau, voilà. Donc, le fait d'uriner beaucoup, par exemple, la personne perd en eau. Et la peau peut devenir sèche et rugueuse, par exemple. Vous voyez. Voilà, les atteintes, par exemple, nerveuses, neuropathiques, ça peut... la peau peut se fissurer sans que le patient ne se rende compte. Je prends par exemple le cas de la lèpre où la personne, il y a pas la sensibilité. Il y a une diminution de la sensibilité, parfois même une abolition de la sensibilité. La personne ne ressent pas. Et la personne peut se blesser sans ressentir. La personne peut avoir une plaie. On parle généralement des mâles perforants plantaire. La personne peut avoir une plaie, par exemple, au niveau de la plante du pied et tout ça, mais la personne ne va même pas ressentir. Donc, la plaie peut continuer et à un moment donné, qui va se rendre compte qu'il a, par exemple, une plaie au niveau de son pied. Donc, il y a les autres maladies qui influencent également la peau. Et j'ai pris par exemple l'exemple du lupus érythémateux systémique, par exemple, où les autres systèmes sont touchés. Et ça influence la peau. Et nous aurons en ce moment une manifestation, par exemple, au niveau de la peau. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La deuxième question, c'est par rapport au SPF 30, 50. Bon, si on part en pharmacie, il suffit de demander une crème solaire. Une crème solaire. Mais maintenant, il faut demander le SPF 30 et 50. Il ne faut pas que ça soit en dessous de 30. Parce que quand c'est en dessous de 30, en réalité, ça ne protège pas. Vu les rayons ultraviolets que nous recevons, surtout que moi, je me retrouve au Sahel, le SPF 20, par exemple, ne va pas me protéger. Donc, c'est pour ça on conseille que ça soit entre le 30 et le 50. Mais il suffit d'aller demander une crème solaire. Maintenant, la troisième question, je pense que c'était par rapport aux aliments. C'est dans quoi, par exemple, on peut trouver les oméga 6, les oméga 3. On peut trouver oméga 6, par exemple, dans les huiles végétales, de l'arachide, du sésame, on était en train de le dire. On peut le trouver dans du soja, du maïs. Voilà, on peut trouver de l'oméga 6 là-bas. On peut trouver de l'oméga 3, par exemple, dans les feuilles, par exemple, épinard, le moringa. Je me retrouve au Boutila, il y a du moringa ici, qui est riche en oméga 3. Il y a également les poissons gras, voilà, qui sont riches en oméga 3. Maintenant, c'est les 3 questions que j'ai pu noter. Donc, docteur Kanter, quelles sont les questions que tu as pu noter? Bon, je peux essayer de donner Voilà. Je peux y aller? Oui, oui. Vous pouvez aller. Pardon? La quatrième question. La quatrième question, c'était par rapport aux crèmes hydratantes oil free. J'ai compris oil free sans de l'huile à l'intérieur. C'est ça que je demandais s'il y a un exemple. C'est ma première fois d'entendre qu'il y a des crèmes sans huile dedans. Bon, sans pouvoir faire de publicité, il y a par exemple la marque CeraVe qui a des crèmes oil free. Par exemple, Acné Wash Neutrogena, par exemple, où c'est sans huile. On a La Roche-Posay et Faclar, par exemple. Ils ont des crèmes sans huile, par exemple. D'accord. La marque CeraVe, la marque Neutrogena, vous pouvez avoir des crèmes sans huile chez eux. D'accord. L'autre La question? question, c'était par rapport aux variations climatiques.
vu qu'on doit adapter une routine pour la protection de la peau, j'aimerais savoir pendant la chaleur, est-ce qu'on pourra vraiment suivre cette même routine que pendant la fraîcheur en fait? Non, on ne pourra pas suivre la même routine. Déjà même, il y a de ces personnes-là que nous, par exemple, pendant l'harmattan, on les conseille par exemple d'utiliser des baumes, par exemple, des baumes hydratants, que des crèmes hydratantes. On conseille par exemple les crèmes hydratantes beaucoup plus en période de chaleur et tout ça. Mais quand c'est la période, par exemple, de l'harmattan, on conseille par exemple des baumes. C'est un peu plus lourd qu'une crème hydratante qui est un peu légère. Ok. Merci. D'accord. La dernière question, c'était par rapport au collagène. On entend souvent des gens qui prennent le collagène par voie orale, je ne sais pas si c'est des gélules ou quoi. J'aimerais savoir vraiment est-ce que c'est nécessaire qu'on s'en procure pour le bien-être de la peau ou bien de nature, naturellement la peau peut synthétiser son collagène pour son bien-être. En fait, tous ces laboratoires qui œuvrent dans les produits cosmétiques essayent de reproduire ce que la peau fait déjà. Par exemple, on voit que la marque CeraVe, sans pouvoir faire de publicité pour eux, par exemple, eux, c'est beaucoup plus les céramides et autres. Nous voyons Mixa avec Mixa à base de niacinamide, du panthénol. Bon, ils essayent de copier ce que la peau synthétise déjà naturellement pour pouvoir apporter lorsqu'il y a un déficit. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à prendre du collagène. Mais par exemple, pour les peaux matures, je parlais des peaux matures, les états de peau. Pour les peaux matures, par exemple, c'est conseillé d'apporter un peu de collagène parce que avec l'âge, le vieillissement, je parlais de ça même dans les facteurs de variabilité. En ce moment-là, il y a une diminution du collagène, il y a une perte d'élasticité. Vous allez voir que une vieille personne et une personne qui est jeune, ils n'ont pas la même texture de la peau. Parce qu'il y a une diminution du collagène, il y a une perte d'élasticité au niveau d'une personne qui a une peau vieillissante. Donc, pour des personnes qui ont atteint peut-être à 35 ans, 40 ans vers le haut, ils peuvent apporter un peu de collagène pour pouvoir booster la peau. Mais beaucoup plus, dans notre alimentation, on peut également le faire. Mais pour quelqu'un qui a une peau mature, on le conseille. Mais pour quelqu'un qui est jeune et tout ça, ce n'est pas indispensable. Il suffit d'avoir une bonne routine seulement. D'accord. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci. Merci. J'espère avoir apporté quelques réponses. Merci. Alors, nous allons avancer. Il y a une question de Asitou Zonou qui dit: pouvez-vous nous donner un type de crème ou de pommade à utiliser pour les masques de grossesse pour une peau sèche et bronzée? Elle a parlé de 3 états de peau en même temps, c'est ça? Pour une peau sèche et bronzée. Une peau bronzée, elle veut dire par là, parce que je parlais du bronzage, c'est pour des personnes qui ont la peau blanche. Hein. Sinon, bronzer une peau, c'est le fait de l'exposer un peu au soleil. Là, on parle du bronzage. Oui, en fait, je vais relire. Elle dit: pouvez-vous nous donner un type de crème ou de pommade à utiliser pour les masques de grossesse? D'accord. Pour les masques de grossesse, comme c'est un état hormonal, on peut essayer d'améliorer. Mais vous allez constater que lorsque la femme finit par accoucher et quelques mois après, tout redevient normal. C'est un truc qui est d'abord hormonal. Donc, on évite d'agir beaucoup sur ça,
Mais il y a des crèmes, où il y a un peu, de l'hydroquinone, par exemple, à 2%. L'hydroquinone est dangereux lorsque le pourcentage est élevé. Et c'est pour des personnes qui se dépigmentent. Là même, c'est par rapport à des indications qu'on le fait. Sinon, c'est un état qui est hormonal. Et après l'accouchement, la femme va retrouver l'état normal de sa peau. Mais il y a certains dermatologues, parfois il y a de ces femmes, ça les gêne tellement qu'on les conseille certaines crèmes avec un petit pourcentage, peut-être 2% comme ça d'hydroquinone dans la crème. Merci. Ok, Madame Assetou, j'espère que vous êtes satisfaite de votre réponse. Il y a Monsieur Flavien qui dit quelle est la bonne routine à adopter pour maintenir une peau sèche bien hydratée et il dit si possible des produits spécifiques. Ok, pour une peau sèche, avec ce que j'ai eu déjà à présenter dans l'exposé, j'ai parlé d'abord d'une hygiène et de l'hydratation. L'hygiène et l'hydratation. Le sport, l'alimentation. Voilà. Et également, il faut se reposer, savoir gérer le stress. Ça revient à tout ce que j'ai eu à dire dans l'exposé. Maintenant, quelques crèmes pour une peau qui est sèche. Il y a généralement les crèmes que nous on utilise. On peut utiliser une crème qui est hydratante pour peau sensible ou pour une peau sèche. Par exemple, une crème à base de panthénol. C'est bien également pour quelqu'un qui a une peau qui est sèche. Donc, c'est beaucoup plus misé sur l'hydratation. Boire minimum 3 litres d'eau par jour, faire du sport, veiller à son alimentation et utiliser une crème hydratante. On peut utiliser Dexeril. Il y a Dr Amine qui me parlait de Dexeril cet après-midi. On peut également utiliser Dexeril crème, qui est également une crème hydratante pour une peau sèche. D'accord, merci. Il y a une main levée. Madame Moria Sissi, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole et merci à docteur pour la présentation. Moi, j'avais particulièrement 2 questions. La première concerne aux hommes, en fait, entre guillemets, qui n'aiment pas se pommader ou qui ne prennent pas soin de leur peau. En fait, je voulais savoir pour les dermatologues, est-ce que ce sont des normes sociales de virilité ou bien c'est un manque de sensibilisation? Ma deuxième question, c'est, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la peau chez les hommes et chez les femmes? Parce qu'on remarque que malgré que les hommes ne prennent pas soin de leur peau, ils sont sereins quand même par rapport à nous les femmes qui, en quelque sorte, matin, midi, soir, on est là à prendre soin de notre peau. Merci beaucoup. Merci pour la question. Je vais commencer par la deuxième question. Je pense qu'au niveau des facteurs intrinsèques, pour parler des facteurs de variabilité, j'ai parlé du sexe, j'ai parlé de la peau, par exemple, chez l'homme, qui a tendance à être plus grasse que chez la femme. Par exemple, chez la femme, c'est plus fine et chez l'homme, c'est plus grasse. Voilà. Donc, dans les facteurs intrinsèques, il y a la notion du sexe également. Maintenant, pour les hommes qui n'aiment pas hydrater leur peau, je dirais que c'est beaucoup plus social. Parce qu'il y a des hommes qui prennent soin de leur peau. Et petit à petit, nous sommes en train de voir, étant dermatologue, que beaucoup des hommes aussi viennent se faire consulter. Généralement, c'est la femme qui est là, elle prend soin d'elle, elle remarque qu'il y a un petit truc, elle remarque qu'il y a eu une tache ici, il y a un petit bouton ici, il y a ceci, il y a cela, parce que son apparence compte et tout ça. Et c'est ce qui fait que la femme a tendance à plus prendre soin de sa peau que l'homme. Mais avec l'évolution de la société, nous recevons également beaucoup des hommes qui viennent maintenant en consultation
pour pouvoir également prendre soin de leur peau. Donc, c'est beaucoup plus social, je dirais. Et comme ils ont une tendance à avoir une peau qui est grasse, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'hydrater. Mais c'est tout à fait faux. Même une peau grasse a besoin d'être hydratée avec les soins qui lui sont adaptés. Merci. Merci, docteur. On a une autre question. Je suis dans un milieu où il y a beaucoup de cas d'hirsutisme et les femmes ont tendance à utiliser de l'eau chaude pour diminuer la pilosité, précisément au niveau du menton. Est-ce une bonne pratique? D'accord. Merci pour la question. Je dirais que ce n'est pas une bonne pratique parce que je disais que l'eau chaude agit sur la peau et ça altère, ça altère la barrière cutanée. Et ça sera bien que ces personnes puissent aller en consultation. Parce que l'hirsutisme, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes de l'hirsutisme. Les causes endocriniennes, ça peut être une hyperandrogénie. Voilà, donc il y a plusieurs causes. C'est mieux de traiter la cause que de traiter la conséquence. Donc, c'est mieux que ces personnes aillent en consultation parce qu'au-delà de l'hirsutisme qu'eux, ils sont en train de voir, il y a d'autres causes qui peuvent agir également. Mais il y a également les corticostéroïdes, les médicaments même qui peuvent être la cause de l'hirsutisme. Donc, ça sera mieux d'aller traiter la cause que d'attaquer l'hirsutisme avec de l'eau chaude. Ce n'est pas une bonne pratique. Merci. D'accord. Il y a une main levée. C'est Eudi. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci pour la parole et j'aimerais remercier le docteur Gertrude pour son exposé. Par rapport à l'exposé, j'ai remarqué que j'avais une peau mixte. Il m'arrive souvent pendant la chaleur d'avoir des zones de pigmentation au niveau des ailes du nez et de sécréter énormément de sébum au niveau de la zone T. Et pendant la fraîcheur, j'ai la même chose, mais souvent la partie des ailes du nez sont soit dépigmentées, soit rouges et j'ai le nez qui pèle beaucoup. Et j'aimerais savoir aussi comment se débarrasser des comédons et des petits boutons d'acné et aussi de comment se débarrasser des taches d'acné. OK. Donc, la question, c'est beaucoup plus par rapport au comédon. Au comédon, oui. OK, d'accord. L'acné, c'est une pathologie qui est chronique. Et pour quelqu'un qui n'est pas patient, quand nos patients viennent en consultation, on essaye de les expliquer que le traitement qu'on va essayer d'initier va prendre un peu du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 1 mois, 2 mois. Ça va prendre un peu du temps. Donc, vous conseillez quelque chose sur la plateforme sans un suivi, vous allez finir par peut-être vous décourager. C'est mieux qu'un dermatologue puisse vous voir parce que pour pouvoir traiter l'acné, c'est en fonction des grades. Si c'est le grade 1, qu'est-ce qu'on donne? Si c'est le grade 2, qu'est-ce qu'on donne? Si c'est le grade 3, qu'est-ce qu'on donne? Et en fonction de ça, on fait un suivi. Et lors du suivi, quand on voit que ça s'est amélioré, on essaye maintenant de gérer les tâches et voilà, on donne également un traitement d'entretien. Et après, on donne les cosmétiques qui vont avec pour pouvoir aider la personne à garder maintenant une peau saine. Donc, vous conseillez quelque chose sur la plateforme sans un suivi. Je ne sais pas si ça va être utile pour vous. D'accord, je comprends. Merci beaucoup. D'accord. Vous êtes où? Peut-être que... je suis au Sénégal. OK, au Sénégal, docteur Amine va vous trouver une consultation en dermato ou bien si vous-même vous êtes agent de santé, c'est mieux d'aller voir un dermatologue pour qu'il y ait un suivi. Sinon, je peux vous dire des médicaments, voilà, des crèmes à utiliser, mais vous risquerez de ne pas voir le résultat escompté et peut-être que ça va vous décourager. C'est mieux qu'il y ait un suivi.
Essayez Ok, de voir si l'acné même est hormonal, si l'acné même est dû à un stress ou bien c'est dû à votre type de peau et tout ce qui va avec. Il faut vraiment une consultation, c'est mieux. d'accord, merci. Merci, docteur. Il y a encore deux autres questions. Mhm. C'est Madame Sini qui dit merci, docteur Damba, pour cette excellente présentation. Pour ma part, j'aimerais savoir, en tant que médecin généraliste, que pouvons-nous faire pour réduire les besoins liés à la dépigmentation en dehors de conseiller l'arrêt des cosmétiques en cours? Mhm. D'accord. Merci beaucoup à Dr. Sini pour la question. Les besoins liés à la dépigmentation en dehors de l'arrêt des cosmétiques en cause. Moi, je dirais il faut d'abord essayer de causer avec ces personnes et de rechercher la cause même de la dépigmentation. Il y a de ces personnes-là, ils ont un manque de confiance en eux. Il y a de ces personnes qui trouvent que la norme dans la société serait d'avoir une teinte, voilà, qui est claire et tout ça. C'est mieux de causer avec ces personnes pour que ces personnes puissent avoir une confiance en eux et d'accepter qu'ils peuvent avoir une peau qui est noire, mais être belle ou être beau dans cette peau qui est noire. C'est notre lutte également à nous. Quand les patients viennent pour les consultations et nous voyons qu'ils utilisent des produits dépigmentants qui a déjà fait des dégâts à la peau, on essaye de travailler d'abord leur mental, d'essayer de dégraisser petit à petit. On leur donne une crème, par exemple, du jour et leur dépigmentant le soir, petit à petit. Après, le temps qu'ils puissent s'habituer à leur nouvel état de peau et à la longue, ils finissent par abandonner le produit dépigmentant et ils finissent par s'accepter eux-mêmes et ils continuent avec les crèmes hydratantes. Donc, c'est d'abord un travail, il faut s'accepter tel que nous sommes. Par exemple, entre-temps, beaucoup de gens se défrisaient les cheveux. Voilà, on voulait avoir des cheveux lisses comme nos cousines entre griffes de l'autre côté. Mais maintenant, les gens ont commencé à travailler sur les cheveux crépus. Les gens ont commencé à donner de la valeur aux cheveux crépus avec des mèches afro et tout ce qui est afro. Et nous voyons que maintenant, beaucoup de gens veulent être simplement nappis. Beaucoup de gens veulent être, par exemple, loxés. Et nous voyons que le fait de défriser les cheveux est en train de prendre du recul. Donc, également pour la dépigmentation, il faut qu'on essaye de travailler sur l'estime de soi et revoir les normes de la société pour que chacun puisse s'accepter soi. Voilà. Et là, pour la deuxième question, est-ce notre savon Citec est conseillé? Oui, le savon Citec, c'est pas mal. Il y a de ces patients qui viennent en consultation et qui n'ont pas assez de moyens. On leur dit d'utiliser le savon Citec. Oui, ça peut passer. Ou encore les savons sur gras, par exemple, les savons de Marseille et autres, on peut également trouver à bon prix dans les supermarchés qu'on conseille également aux patients. Voilà, merci. Docteur Kanté? Docteur, c'était tout comme qui s'attendait. Une dernière question, je pense. Il y a Madame Anne qui nous conseille. Elle dit, je ne suis pas du domaine, mais je nous demanderais de nous méfier des astuces du réseau. Le mieux, c'est de se faire consulter par un professionnel. Merci. Merci pour le conseil. Il y a une dernière question, non, avant-dernière. Bonjour, merci à vous pour la présentation. Est-ce possible que l'eczéma ou le psoriasis ne se développe que sur les plantes des pieds ou légèrement plus haut? Si oui, qu'est-ce qui peut en être la cause et comment s'en débarrasser? J'ai consulté plusieurs dermatologues avec des prescriptions telles que Dexeril, Lipicar, Diprozone, mais rien ne marche. Ok, nous sommes en train de parler de prendre soin de la peau, mais on va parler un peu de pathologie, d'accord?
L'eczéma de contact, c'est, comment dire ça terre à terre? C'est une pathologie dermatologique qui est liée à un contact avec un allergène. Si je peux le, voilà, avec un allergène. Donc, le fait, par exemple, de faire des examens et de voir si on a la présence des champignons, comme vous l'avez écrit dans le chat, bon, ce ne sont pas dus à des champignons. Voilà. Ce ne sont pas dus à des champignons, ce ne sont pas des pathologies qui sont mycosiques, mais c'est dû à l'allergène. En ce moment-là, généralement, on peut demander des examens. On peut demander un passe-texte pour pouvoir rechercher l'allergène. L'allergène est certainement autour de vous. Et une fois retrouvé l'allergène, on vous dit d'éviter d'être en contact avec l'allergène. Il y a des gens qui font l'eczéma de contact, par exemple, avec du cuir, par exemple. Donc, les chaussures, les ceintures en cuir, par exemple, ça réagit en ce moment. Ou encore des produits qui sont utilisés pour pouvoir colorer les chaussures, les habits en noir. Il y a de ces personnes qui réagissent à ça. Et quand on fait un passe-texte et qu'on détecte, et on sait que l'eczéma est dû à ça, vous essayez d'éviter ce qui est tout ce qui est allergène, voilà, qui cause l'eczéma. C'est en ce moment que vous aurez votre paix. Sinon, quel que soit le traitement qu'on va mettre, c'est pour vous soulager. Si on n'a pas retrouvé l'allergène, vous allez toujours faire l'eczéma et ça va continuer par vous embêter. Maintenant, le psoriasis, c'est une pathologie qui est psychosomatique. On peut vous donner des traitements, vous suivre et c'est chronique. En fait, on vous suit pendant un bon bout de temps, des années, mais on essaye de vous dire également de veiller à ce qui est mental. Parfois, on envoie des patients même en psychiatrie et au bout de leur consultation en psychiatrie, on voit que ça va mieux. Parce que j'ai parlé des facteurs de variabilité et j'ai parlé du stress, par exemple. J'ai parlé, par exemple, un état dépressif, anxieux, la perte d'un être cher peut déclencher, par exemple, le psoriasis chez un patient. Tant que le côté psychique n'est pas réglé, le patient, à chaque fois où il y a le stress, il y a l'anxiété ou encore la dépression, le patient ou la patiente va toujours faire le psoriasis. Donc, c'est un tout. Le patient, c'est un tout. Donc, on essaye de voir également ce côté-là. Voilà, merci. Merci, docteur. Donc, je conseille à Madame Iboudo Fatimata de refaire une autre consultation. Si c'est de l'eczéma, voilà, certainement, ils vont refaire les tests pour pouvoir retrouver l'allergène. Merci. Merci. Donc, avant de clôturer, est-ce qu'il y a une personne qui a une dernière question ou un commentaire? Il y a une main levée, ouais. Monsieur Damba Pythagore, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole qui m'est accordée. J'aimerais également remercier le docteur Gertrude pour sa présentation. Moi, ma question, elle est de savoir si le climat est un facteur qui agit sur la peau. Parce que lorsque tu vis dans un lieu où il fait, par exemple, froid ou encore très chaud, on a tendance à voir que la peau commence à changer d'état ou encore de nature. Ok, merci beaucoup à Monsieur Pythagore pour la question. Je pense que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça dans les facteurs de variabilité qui modulent l'état de la peau. J'ai eu à parler des facteurs extrinsèques et j'ai parlé de l'environnement. J'ai parlé du climat sec ou chaud, des rayons ultraviolets qui agissent sur la peau. Donc, ça fait partie des facteurs extrinsèques qui agissent sur la peau. J'ai parlé de quelqu'un, par exemple, qui vit dans un climat tempéré et pour quelqu'un qui est sahélienne comme moi, qui vit dans un
climat où c'est chaud et il y a le soleil qui est là à midi pour pouvoir sortir, c'est compliqué. Si cette personne, déjà même il n'y a pas une protection solaire, voilà, il y a l'environnement qui agit. Il y a l'environnement qui agit. Donc, ça fait partie des facteurs qui modulent l'état de la peau. Merci. Merci. Donc, pour clôturer cette belle session, j'ai l'honneur de donner la parole au docteur Abdel Nasser, qui est responsable adjoint des experts à Wikaya Plus pour le mot de fin. Merci Kanter de m'avoir redonné encore la parole. Est-il nécessaire que je me présente puisque je me suis déjà présenté quand je voulais poser la question et vous m'avez présenté. Et vraiment, c'était une très belle séance, un thème qui est très, très, très pertinent. Et tous nos remerciements à Dr Damba Gertrude pour cette belle présentation. Et je crois qu'on va garder votre numéro, même pour des avis, tout ça. Et nous, par rapport à Wikaya, ça montre l'intérêt de choisir vraiment un thème qui est important et qui puisse vraiment toucher le public. Et on l'a vu avec cette mobilisation, c'est que le thème est vraiment, vraiment pertinent et ça intéresse vraiment le public. Et merci une fois de plus, Dr Gertrude, pour cette belle présentation. Et merci à Madame Kanter pour avoir co-animé cette séance. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous également. Merci pour le privilège. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation et votre attention. Et nous espérons que ce webinaire vous a été utile. À très bientôt pour une prochaine session. Merci. Merci. Merci aux participants également. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Madame Flora, merci à vous également.